Chers téléspectateurs, amis de l'opinion des jeunes, bonjour. Nous sommes de retour après les vacances de l'Aïd el-Fitr. Je vous réitère mes vœux à cette occasion et à l'occasion de ces journées. Et je suis heureux de vous retrouver après cette longue période. Aujourd'hui est une journée très très spéciale pour moi. Assurément, je reçois la fille d'une grande personne que j'ai connue, à l'âme de laquelle je voudrais rendre hommage. Ce n'est pas chose que nous faisons d'habitude, mais je tiens à le faire et je vous prie de l'accepter de ma part. Zhour Belabbas était ma collègue. J'ai eu la joie, j'ai eu l'honneur, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle dans une autre vie où j'assurais la responsabilité de la réforme administrative. Madame Belabbas, Dieu et son âme, a travaillé avec moi. J'ai appris énormément de choses avec cette personne, d'une grande droiture, probité, totalement engagée dans son travail. Je suis persuadé que celles et ceux qui suivent cette émission et qui ont travaillé avec elle ou qui ont eu qui ont suivi sa formation au centre de formation des secrétaires et agents d'exécution, qui relevait dans le temps du ministère des Relations, des Affaires administratives, se reconnaissent dans les termes aujourd'hui. Donc à cette grande personne et à son âme, Dieu et son âme, je rends hommage et je vous demande de prier pour elle. Je reçois aujourd'hui la fille de Madame Belabbas. Le même profil, le même engagement, la même abnégation, avec beaucoup de sens du devoir citoyen, d'abnégation. Je reçois Loubna Belabbas, très brièvement directrice générale de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap, présidente de la commission féminine de basketball à la Fédération royale marocaine de basketball, présidente de la commission de mini-basket FIBA Afrique Zone 1, doctorante, chercheuse en sciences de l'éducation dans le domaine du sport féminin et l'importance de son intégration dans la société. Je pourrais continuer pendant un bon moment, mais au lieu de cela, je voudrais d'abord souhaiter la bienvenue à Madame Belabbas. Vous êtes tout aussi émue. Merci. Merci, Comment Sekedili. Oui, bon, c'est pas évident de parler de sa mère et de tout ce qu'elle a donné à sa famille et à sa fonction qu'elle aimait beaucoup, comme nous d'ailleurs. C'est un flambeau qu'elle nous a passé, nous toutes frères et sœurs. Je suis contente déjà de vous rencontrer. C'était le débat de la famille depuis. Et de rencontrer un responsable où ma mère nous parlait à la maison, qu'on ne vous connaissait pas, mais déjà les échos positifs. Contente de faire l'émission avec vous, de parler d'un débat qui me tient à cœur et qui tient la population à cœur dans ce qui est le domaine du sport en général. Et je suis contente d'intégrer ODG aussi dans ces émissions. Donc, Belabbas Loubna, donc vous savez, nous avons le droit d'être émus, nous sommes des êtres humains. Oui, je ne cache pas. Je suis l'aîné de ma famille, donc je représente plus ou moins un modèle que le papa voulait voir briller, comme peut-être la maman, peut-être lui. Intégrer le domaine du sport, c'était une petite galère. Pour la culture des années 80, le sport va donner quoi? Est-ce qu'on va y travailler? C'est quoi l'avenir du sport? Où est-ce que tu vas travailler dans ce domaine masculin? Mais en 80, vous étiez très jeune. Vous étiez encore un enfant. Oui, on va dire 89, 88, bac. D'accord. Je voulais faire des études de sport. Je voulais faire un domaine que j'adore au jour d'aujourd'hui, le pratiquer et bien sûr faire de ça mes études. C'était très délicat, il n'y avait pas beaucoup de champs d'intervention dans ce domaine, mis à part la section sportive.
où j'ai pu l'intégrer facilement parce qu'elle faisait partie du cursus. Après, après le bac, il n'y avait que le Centre national de Molerchi. C'était le seul centre où on pouvait travailler après. C'était une condition. Après 4 ans de bac plus 4, on a un poste budgétaire dans la poche. Donc c'est grâce à ça que j'ai pu intégrer. Est-ce que c'était le poste budgétaire ou c'était le sport qui vous intéressait? C'était le sport pour moi, le côté. Mais pour la famille, c'était le poste budgétaire. Le côté économique, c'était le papa, le poste budgétaire. Qui était le plus encourageant des deux? Je sais que l'encadrement était là, que le père était enseignant, que la mère était directrice, mais pédagogue néanmoins. Je vous disais que j'ai appris beaucoup de choses avec elle. L'encouragement pour le sport venait d'où? Alors pour la maman, elle encourageait ce que je voulais faire. Si tu aimes ton métier, tu vas aimer, tu vas bien, tu vas performer. D'ailleurs, elle tenait ça d'elle-même parce qu'elle aimait ce qu'elle faisait, donc elle adorait ce qu'elle faisait. Ça, je suis témoin. Elle adorait ce qu'elle faisait. Elle me disait toujours ça. Oui. Le papa, il pensait, Mara, économiquement parlant, elle doit assurer sa position vu dans le temps qu'il faut qu'on travaille, il faut avoir un salaire. Pour moi, c'était juste faire du sport et en faire un métier. Avec ou sans poste budgétaire à 19 ans, j'y pensais même pas. Alors, tenu de faire les deux, pression du père, encouragement de la mère et encadrement, vous avez fait comment? Parce qu'il y avait un poste budgétaire, il y avait un cousin qui connaissait, c'est toujours la famille, qui a quand même encouragé le papa à quand même défendre ses études, comme quoi c'était des études reconnues, c'est un centre national, tout ce qui est en relation avec l'institution. Dieu merci, pour moi, c'était le cas. Donc, plusieurs activités sportives, le basketball. Oui. Alors, j'étais dans le club. Automatiquement, quand j'ai fait 5e année, 6e, première année, 2e année bac, ma prof, elle m'a encouragé de faire, vu ma grande taille, de faire le basket dans un club de quartier. Effectivement, le papa, il cherche les personnes qu'il connaît. C'est normal. C'est normal. Donc, j'ai intégré un club rabati, le Maghreb de Rabat, Némesser, qui était du quartier, et j'ai intégré facilement. J'ai pu me performer facilement parce que la passion, elle était là. Avec du recul, vous feriez la même chose? Oui. Pourquoi? Par amour? Parce que vous êtes là, par passion et par amour, et je sais que le sport est un vecteur. Je ne le comprenais pas avant, mais c'était dans mes pensées que... Un vecteur de quoi? Vecteur de valorisation. Stabilité, de valorisation. L'estime de soi. Après, il va y avoir le côté cohésion d'équipe. Être leadership. Tous les sports, parce qu'on va revenir à un qui fait votre militantisme, qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, pour lequel vous vous battez. Je m'identifie au basket parce que c'est un sport collectif. Il faut se batailler pour avoir l'estime de soi, mais collectif. On en est arrivé là. Pour l'individuel, les sports individuels, c'est la même chose. On forme une équipe qui se prépare pour se représenter individuellement. Donc, on constitue une identité qui est soit l'association, soit la fédération. Les grands événements de votre parcours sportif en tant que basketteuse qui vous ont marqué, qui ont fait de vous ce que vous allez devenir par la suite, quelques années après, quels sont ces grands moments? Mon premier passage à l'excellence, si on veut dire, c'était être sélectionné en équipe nationale et être capitaine d'équipe. D'accord. Donc, être sélectionné, déjà, c'est travailler dans le club, donner le meilleur de soi-même pour être sélectionné dans les meilleures filles basketteuses dans le Maroc pour représenter la nation et mettre le maillot marocain. C'était un tremplin. Pour moi, c'était travailler dur pour arriver à ça. Je n'ai arrivé à 24 ans, 23 ans, tôt. Et on a pu participer mon passage, c'était participer à un championnat arabe.
Pour moi, c'était voyager déjà, prendre l'avion, issu d'une famille moyenne économiquement parlant moyenne, et qui peut voyager déjà grâce à l'association, au club, à toutes les villes du Maroc pour participer au championnat du Maroc et de la Coupe du Trône, rencontrer presque tous les clubs et toutes les filles du club du Maroc, puis après représenter le Maroc ailleurs. Beaucoup de matchs amicaux avec les Canadiennes, avec les Tunisiennes, le monde arabe, avec les Françaises et tout ça, ça élargit la perception. Qu'est-ce que ça vous a fait de porter le maillot marocain pour le Maroc le premier jour? C'est comme Qatar, hein, c'est la même chose. Sauf que les médias n'étaient pas... le sentiment interne, il n'est pas mesurable. C'est-à-dire? C'est moi, entre 30 millions de population du Maroc, on est 12. Wow. 12. Alors, parlez-nous de ces 12. 12, c'est des filles qu'on côtoie toute l'année dans les championnats du Maroc. C'est le même système. Championnat du Maroc. Qui venaient du FUS, qui venaient de partout. Ouais. Et puis, on se rencontre à chaque fois pour préparer. Et c'est une cohésion interterritoriale, une cohésion interculturelle, on va dire, culturelle au niveau académique, au niveau culture marocaine. Et ça donne un fruit extraordinaire et ça nous lie. Juste après, quand on part chez soi, on est lié sans Facebook, sans rien, avec comment dirais-je, un amour et la passion de la discipline et le côté social qui... Premier voyage à l'extérieur du Maroc, en Espagne, pour représenter le Maroc. C'était comment? C'était à Malaga. C'était pour un truc amical pour préparer un tournoi marocain ici au Maroc. C'était les yeux comme ça. C'était féerique. Une pression. Une pression, certes. C'est-à-dire? Une pression parce qu'on doit, première sortie, parce que moi, ma génération, c'était un arrêt de basket féminin. 10 ans après, il y avait un rassemblement. Donc déjà le féminin, on a eu la chance d'avoir un président, Nordine Ben Abdelnaby, qui a cru aux compétences féminines, ce qui est rare actuellement, pour donner des fonds pour qu'on puisse faire des stages à l'extérieur, à l'étranger, et des stages au Maroc, une implication à fond pour être parmi les 4 Africains pour qu'on puisse participer au jeu de la francophonie, chose qui est rare. Hein. Au Maroc, d'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de classement qui est... parce qu'on manque de participation. Ensuite, après l'Espagne? Après l'Espagne, il y a eu encore l'Espagne, et puis il y a eu des participations ici, au Maroc, des tournois amicaux, et puis en Tunisie, en Algérie, et puis après, on a eu les Jeux arabes qui a pu... Est-ce que c'est ce qui a motivé la suite de votre procession, la suite de votre carrière? Si vous n'étiez pas parti en Espagne, est-ce que ça aurait été différent? Vous auriez fait autre chose? Ou alors vous auriez continué avec pugnacité, avec entêtement? Mais ça aide beaucoup. L'excellence aide beaucoup. Elle aide beaucoup. Mais j'aurais toujours été là pour passionner pour le sport féminin et le basket féminin. Revenons à la famille, puisque vous partez en Espagne. C'est un exploit. Ma fille est en train de faire des choses merveilleuses. Quelle était l'expression au sein de la famille? Comme quoi, lorsqu'on réussit, quel sentiment la famille avait à ce moment-là? Je parle du père, bien entendu, de la mère, et puis des autres membres de la famille. Vous êtes l'aîné. Alors, c'était un impact extraordinaire pour encourager les gens à faire du sport, alors que c'était le contraire pour moi. Donc, il y a le papa qui encourage les membres de la famille de faire du sport parce que vous savez qu'il y a un avenir. Elle a fait ses études et puis après, il a été en Espagne. Donc, vous savez que c'est un moyen de voyager. On ne voit même pas l'impact académique ou l'impact, mais c'était un impact très, très positif et une fierté. Une fierté du papa, bien sûr. Moi, pour l'estime de moi-même, à chaque fois, je suis gourmand d'avoir plus. Mais il y a une fierté, il y a un impact très, très positif au niveau de la famille et au niveau de la famille, la petite famille. Et la fierté n'est que bien par rapport... Les études dans tout ça, Madame Labbas, c'est quoi? Alors, c'était la condition de mon père, l'Erhamo, c'est qu'il n'y a pas de sport sans les études. C'était la condition sine qua non
un esprit khaoui ne veut rien dire. Pourtant, nous avions de grands sportifs au sein du FUS, de Maghreb de Fès, d'Oujda, d'Agadir, qui n'avaient pas fait d'études, mais qui étaient nous avions un footballeur reconnu mondialement qui n'avait pas fait d'études. Oui. Pourquoi lui particulièrement tenait à cela? Pas que je ne suis pas d'accord, mais c'est juste pour expliquer sa logique. Peut-être parce que il a vu dans le temps que il n'y avait pas d'offre pour les femmes. Ils doivent se batailler pour avoir un poste ou là pour être stable économiquement. Parce qu'il savait que le sport était masculin. Il le disait toujours. Il disait, regarde, les gens, des sportifs de haut niveau, surtout dans le foot, ils n'ont pas fait d'études et à la fin, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, ça, c'est des exemples qu'on ne trouve pas maintenant aujourd'hui. Mais avant, c'était ça. Et les études, c'était non négociable. Alors, parlez-nous de ces études. Alors, ces études, on a fait, comme je vous ai dit, j'ai fait Maad Moulay Rachid. J'étais très moyenne. Quand j'avais eu mon bac, je l'ai eu à 11 ou là. Très, très moyenne. Parce que j'étais moyenne, j'étais racée, comme on me disait toujours. Parce que très souple. Effectivement, corps athlétique. Après, j'ai fait Maad Moulay Rachid avec 14 matières ou 15 qui ne parlaient que de ça. Et c'était... certes... À Calvaire? Non, pas du tout. Certes, j'étais moi littéraire, il y avait beaucoup de matières scientifiques, mais ça parlait de choses qu'on aime. Donc, on ne peut que exceller là-dedans. Et en parallèle, je jouais avec des clubs renommés dans le basket féminin, passant de l'MSR au Stade Marocain Crédit Agricole, qui était une société sportive. Dans le temps, il y avait beaucoup de sports qui s'associaient aux banques. D'ailleurs, dans ce temps-là, le sport, il avait connu une émergence assez importante avec le soutien des banques surtout. Et après, j'ai intégré le FUS parce que il y avait une fusion entre le Crédit Agricole et le FUS. Et j'étais dans les grands clubs, ma chance, jeune, qui avaient une gestion professionnelle. C'était une chance. Moi, un sentiment que c'était déjà tracé pour vous? Oui, au niveau sportif, être dans les clubs qui ont des titres. Et moi, je faisais partie des clubs qui ont eu plus de 5 ou 6 titres de championnat et de Coupe du Trône. Toujours, déjà, Sa Majesté le Roi, quand on était prince, on avait eu des coupes de sa part et des coupes de la part du prince, notre prince Moulay Rachid. Donc, dans le temps, le sport, il avait un certain poids pour nous, une image pour le féminin d'ailleurs. Donc tout ça, c'était pour moi des petits steps qui pouvaient me ramener à d'autres ouvertures, à d'autres choses, notamment les études. Doctorante, chercheuse en sciences de l'éducation. La femme. Oui, une femme. Oui. Qui a écrit Management du sport. Oui, alors suite à mon passage à Nancy, alors pour venir en France, après moi je me suis mariée, j'ai eu mes 2 filles et c'était pour moi les études c'était fini parce que bon c'est bon, j'ai un salaire, j'ai travaillé au ministère de la Jeunesse et des Sports, je suis bien placée, pas de problème, je suis dans le monde du sport, dans le mouvement sportif et grâce à un engagement volontaire. À l'âge de 38 ans ou 39 ans, je suis toujours dans... C'est très jeune. Oui, mais oui, très jeune, déjà mes 2 filles, et je m'engageais dans le côté associatif. Et c'est grâce à un engagement que j'avais fait avec une association française que j'ai pu faire une connexion avec mon binôme, qui était président de l'association dans le temps, et que j'ai pu accéder, grâce à mon engagement bénévole, de faire la connexion entre la PES Loubna et la fac de sport de Nancy, où j'ai pu accrocher un Master 2. Ça veut dire que je n'ai pas passé la première année, vu mon cursus et vu mon CV. Donc, j'ai fait tout de suite une année. À 42 ans, je me retrouve faire mes études de Master qui m'a encore boosté pour encore avoir plus. Et on en arrive à d'abord votre ouvrage,
Ouais. gouvernance en jeu. Pourquoi ces deux mots ne sont-ils pas antinomiques? Oui, j'ai fait un master déjà développement des territoires par le sport et la santé. Dans le temps 2014-2013, ça n'existait presque pas au Maroc. Comment développer les territoires par le sport et par le bien-être. Donc pour moi, c'était ma recherche était sur comment l'appliquer tout de suite, comment l'appliquer au Maroc. 2014. En 2014. Aujourd'hui, maintenant, c'est à la mode. Oui. C'est une mode ou c'est une réalité à laquelle... C'est une réalité, mais moi, à mon avis, c'est que sur du papier. Peut-être qu'on a fait quelques efforts. Manque de moyens? Le développement territorial manque de moyens? Non, c'est... de vision? La vision est là. Les moyens sont là. Peut-être que les acteurs ne sont pas encore là. Engager des formations, peut-être pour... Tout y est, je crois. Il faut juste croire à des projets qui défendent le développement territorial, entre parenthèses la régionisation et ainsi de suite, et pour mettre en place un vrai projet. Ça demanderait une émission. Vous êtes là pour toutes vos dimensions. Il y a une dimension qui est vraiment particulière. Vous êtes également, et surtout en tant que votre directrice générale de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap. On peut en parler? Vous voulez qu'on en parle? Oui. Comment vous êtes arrivé là? Quand j'étais chef de service au ministère de la Jeunesse et des Sports, à la direction du sport, service, suivi et contrôle des contrats d'objectifs des fédérations. Donc j'ai pu toucher presque toutes les fédérations du Maroc. Gestion, évaluation, contrat d'objectifs, financement, même si je n'ai pas fait une formation de finance, mais quand on comprend la dynamique et le mouvement sportif, on peut passer automatiquement les finances parce que c'est deux choses qui ne sont pas très, très différentes. Je comprends la problématique. D'accord. Avec l'expérience. Après, il y a eu un changement au niveau du ministère et j'intègre un service extérieur qui est la direction régionale de Rabat, justement pour travailler dans des projets territoriaux de la région de Rabat-Salé-Kenitra. Et j'ai pu voir encore d'autres projets sportifs territoriaux avec la Wilaya et avec Rabat Aménagement et Rabat Animation. Et là, il y a une fusion entre le ministère de l'Éducation et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et j'ai eu une sollicitation de la part de la Fédération de sport pour personnes en situation de handicap. Ce n'est pas pour la défendre, mais c'est des gens... moi, je travaille avec les personnes et pas avec les structures parce que finalement, le quotidien, c'est avec les personnes. Bien sûr. Donc, le président, je connais la personne du président, c'est Hamid Laouni, que je salue, avec qui j'ai travaillé en amont pour le dossier de la fédération et j'ai trouvé que c'était une personne qui est passionnée premièrement. Et c'est là qui m'a encouragé à sortir. Le changement n'était pas facile, hein, d'être dans l'institution et sortir à l'extérieur pour voir sur le terrain une autre organisation. Mais vu que la personne, je connaissais bien la personne, j'ai tout de suite, j'ai pas dit non et j'ai intégré la fédération. La fédération, là je suis pour voir le côté stratégique et le côté technique, il y a des gens pour. Je le redis toujours, il faut vraiment être spécialisé, avoir sa spécialité, ne pas rentrer dans les spécialités des autres. Donc je coiffe, je vois le côté stratégique. Coordonner. Je coordonne. J'ai un diplôme en organisation sportive de Lausanne. Donc toute organisation sportive internationale, je donne une valeur ajoutée. On essaye d'avoir des ressources. Et c'est ça. Après, c'est le côté vraiment management et gestion. Prenons un moment, faisons l'état des lieux pour le sport pour des personnes en situation de handicap. Vous voulez faire avec moi un état des lieux? Oui. Où est-ce que nous en sommes chez nous, au Maroc, à l'échelle régionale, africaine et pourquoi pas
à travers le monde. Où est-ce Oui. que nous en sommes aujourd'hui? Alors, contrairement aux autres fédérations, quand je dis d'autres autres fédérations, c'est d'autres sports. On exclut un petit peu le foot et l'athlétisme parce que c'est des organisations qui sont limite professionnelles. On a 58 fédérations, si je ne me trompe pas. Wow. La fédération de sport pour personnes en situation de handicap, elle gère 10 disciplines déjà. Les autres fédérations gèrent une seule discipline avec on va dire, leur annexe comme le foot qui est le futsal, le foot soccer, et beach volley, beach outdoor, indoor. Donc il y a des petites. Après le foot, le foot, il y a l'athlétisme. Le constat de la fédération de sport pour personnes en situation de handicap, c'est une fédération qui a des médailles. Et qui a des médailles à l'échelon universel, qui est paralympique. Nous, on cherche les médailles. On a une seule médaille, par exemple, au Tokyo, on a eu une seule médaille d'or de Bkhali. Par contre, pour les handicapés, ils ont eu 11 médailles. Donc 11 médailles. Et on n'en parle pas. Si, on en parle. Je veux dire, si. Une médaille, et ça fait un boom. C'est pas 11 le boom. médailles. Alors, quand on ne voit pas le boom, ça décourage l'institution qui est la fédération. Ça décourage le moment. Après, le travail continue. Le travail quotidien, Bien parce sûr. qu'en 2008, il y a eu une médaille, en 2012, il y a eu des médailles, en 2020, il y a eu des médailles, en 2024, il y aura des médailles. Donc déjà, la progression de médailles, ça montre que les gens y croient, et ça montre que les gens, ils investissent pour avoir cette industrie de champions. Donc l'industrie de champions, mais So what? Exact. C'est ça ce que vous voulez dire. Et après, on a des médailles et la suite, c'est quoi? Et après, le constat, c'est que on ne va pas dire, moi je ne veux pas généraliser parce qu'il faut des études pour ça, on ne donne pas beaucoup d'importance à l'handisport. Le on, c'est qui? Le handisport, le sport pour les personnes en situation de handicap. Pour abréviation, je dis le handi. L'handisport, par exemple, pour les sponsors, on a du mal à avoir des sponsors parce qu'on a du mal, les sponsors privés, ils ont du mal à s'identifier à un handicapé. Peut-être parce qu'on n'a pas de, il n'y a pas de. Et pourtant, c'est des personnes qui consomment, c'est des personnes qui sont là, c'est des personnes qui ont une vie, mais qui souffrent de quelque chose. Pour moi, ils sont des handicapés moteurs ou intellectuels ou visuels ou auditifs. Mais c'est des athlètes, hein. Moi, je ne vois pas le handicap carrément. Absolument. C'est des athlètes de haut niveau qui se battent pour avoir une médaille comme les autres. Sauf que est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que l'environnement du sport pour les personnes en situation de handicap n'est pas bien perçu, n'a pas le soutien qu'il faut au niveau de la communication, au niveau des contacts, au niveau du travail de fond, par exemple? C'est vrai qu'il y a un travail qui est fait, mais il reste un petit peu timide. Quand vous savez que le sport de masse, c'est lui qui nous donne, entre parenthèses, même si je n'aime pas ce lien, qui nous donne le sport d'élite. Si la base elle est large, la pyramide, on a le sport d'élite. On a une petite problématique dans le volet, le secteur scolaire, c'est que, ça c'est parmi le constat qu'on a pu identifier, c'est que les handicapés ne font pas d'éducation physique et sportive au sein de l'établissement. Parce que le prof n'est pas formé pour ça. L'établissement lui-même n'a pas les... Non, mais le prof n'est pas formé pour encadrer un handicapé. J'allais venir à la formation, justement. Ce n'est pas la faute ni de l'établissement ni du prof. C'est stratégique, c'est juridique. Il faut passer par la loi pour mettre des articles pour défendre le côté handisport, parce que des fois le côté handisport on le met pour décorer parce que comme ça on respecte alors que les professeurs de sport, d'éducation physique et sportive ne reçoivent pas de module pour ça, pour les gens. Et les modules doivent venir de qui? Il faut que déjà, le ministère, il
il y a déjà une décision pour ça. Mais il y a une direction des sports au sein du ministère. Je parle de l'éducation nationale. D'accord. L'éducation nationale, ça n'a rien à voir avec la direction du sport. D'accord. Alors il y a tout un effort de formation. Nous avons combien, si je puis me permettre, de personnes qui font du sport, qui sont affiliées à votre fédération, qui ont leur licence, qui pratiquent. On est dans les 2500. Combien? Les 2500 sur 62 associations. Sur tout le Maroc? Oui, parce que oui, ils sont peu parce que déjà on a des contraintes au niveau infrastructure, au niveau accessibilité. N'oubliez pas que c'est très sensible aussi. Donc on peut comprendre pourquoi justement il n'y a pas suffisamment de, entre guillemets, de communication là-dessus. Nous, on fait de notre possible parce qu'à chaque fois qu'on a un événement, il y a la RTM qui vient et puis elle met ça sur le JT et tout ça, on n'a pas de problème, mais on ne s'identifie pas dans un 4x3 au plein milieu de la rue. Avant de commencer l'émission, vous disiez qu'il y a des sportifs qu'on ne connaît pas, et un collègue disait tout à l'heure qu'il y a des sportifs qu'on ne connaît pas, qu'ils ont reçus ici dans les studios des sportifs qui sont bardés de médailles. Oui. Pourquoi on ne les connaît pas? Puisque vous avez une fédération qui est supposée connaître tout le monde, faire état de leur réalisation à l'intérieur du Maroc et à l'extérieur. Peut-être que là, on doit faire un effort de l'autre côté, pas du côté de la fédération, parce qu'il y a des communiqués, il y a un réseau, il y a le Facebook, il y a l'Instagram, il y a notre travail, on le fait, mais il faut que les gens s'identifient, ils s'intéressent, il faut que l'effort vienne des institutions. Absolument. Pour un exemple, il y a un secteur privé qui encourage, on va dire, un événement sportif privé. Pourquoi ? Peut-être que nous, on n'a pas de retour sur investissement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'intérêt. Peut-être que c'est ça. Alors en termes de formation, les technologies modernes d'information et de communication sont en train de faire des choses extraordinaires un petit peu partout. Comment cela est perçu dans votre fédération? Comment cela est mis en œuvre par votre fédération pour être en contact avec les sportifs eux-mêmes, pour élargir la connaissance de leur existence, de leur réalisation, de leurs exploits à l'intérieur du Maroc comme à l'international? Comment vous êtes connectés? Comment vous le faites? Bon, déjà, connexion aux instances internationales, on le fait d'office parce que pour participer à des événements, à une discipline déjà à l'international, il faut être affilié à toutes les fédérations internationales des 10 disciplines. Après, on reçoit des fédérations internationales et du Comité paralympique international des formations en ligne pour nos athlètes. Et ça se fait parce que ça fait partie de notre travail quotidien. On essaie de suivre les athlètes au niveau formation, pour qu'ils préparent, si on veut dire, leur reconversion. Et c'est vrai qu'on trouve des contraintes au niveau d'études. C'est pour ça qu'on est allé vers le scolaire pour pouvoir... Qu'est-ce que vous voulez dire contrainte au niveau études? Il y a beaucoup d'athlètes qui n'ont pas terminé, qui ont un niveau d'études qui ne leur permet pas d'accéder à des formations en anglais parce que là... l'international se fige surtout l'anglais au niveau arbitrage, au niveau statisticien, au niveau coaching. Donc peut-être que le niveau... Mais on essaye maintenant, notre stratégie, c'est aller vers les professeurs de PS qui ont un bagage déjà, mais mettre des formations pour spécialiser en sport handicapé. Donc ça, c'est un chantier qu'on travaille... Engagé par la fédération? Oui. Depuis combien de temps? Moi, je suis à la fédération depuis 1 année et demie. L'année dernière, il n'y a pas plus de janvier, on a fait une formation pour les entraîneurs des associations et les professeurs de PS pour mettre à niveau des formations en dirigeant, des formations en français basique. L'essentiel pour nous, c'est arriver à une finalité. C'est des formations en mode virtuel ou des formations en présentiel? Présentiel, avec un budget assez important, avec l'aide de l'éducation nationale aussi, qui nous met à notre disposition les locaux, les profs aussi. Mais on a besoin d'une formation adaptée. Le virtuel n'est pas une option? Si, c'est une option. Comment?
Ben, on a des intervenants de l'étranger qui donnent des formations en ligne. Et ça, on le fait souvent. Mais là, les gens, ils veulent du physique. Toucher. Ils veulent toucher, oui. Vous nous disiez tout à l'heure que sur le plan africain, sur le plan arabe, nous sommes en tête de liste, nous sommes les meilleurs. Mais quand il s'agit de l'international, nous avons encore beaucoup de travail à faire. Le sport en général, oui. Sport pour les handicapés, pour nous, on n'a pas ce problème parce que la fédération elle engage des stages de formation des athlètes, limite 20 jours par mois pour l'athlétisme, donc c'est presque tout le mois. Donc il y a un engagement, il y a un suivi. Par rapport aux autres sports, on a beaucoup de médailles à l'échelon africain et arabe, mais dès qu'on passe le mondial, le sociologue, comme j'ai dit tout à l'heure, rentre en jeu, le psychologue rentre en jeu, le diététicien rentre en jeu, le côté digital rentre en jeu, le côté scientifique, purement scientifique rentre en jeu, et c'est ça qui fait la différence entre les autres pays et nous. Alors sur cette checklist que vous venez d'énumérer, dont vous venez d'énumérer les composants, qu'est-ce qui manque? Nous avons des compétences chez nous. Nous avons des profils de grande facture. Qu'est-ce qui manque? Moi, je dirais peut-être qu'on doit améliorer notre politique sportive encore plus. Des propositions? Il faut que ça vienne de haut. Hein. Si on peut en parler toute la journée. S'il n'y a pas des décisions écrites... J'aimerais bien qu'on ait toute la journée pour parler de ça. Je suis vraiment passionné du sport. Ouais. Donc s'il n'y a pas une stratégie ou une loi avec ces décrets qui imposent et que les gens reçoivent les choses comme pour l'appliquer, on ne peut pas y arriver comme ça. Mais la loi n'agit pas par elle-même et en elle-même. Oui. La loi, c'est des personnes qui font ça. Après, qui font la loi, qui a fait la loi, peut-être que la loi elle a été faite il y a 10 ans. Donc il faut améliorer, il faut actualiser. Il faut des réformes pour ça parce qu'on a essayé, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Il faut revoir. Donc si j'ai bien compris, nous ne sommes pas, quand il s'agit de l'international, nous ne sommes pas encore à niveau, au standard international. Il nous manque des choses. Si je peux vous répondre, pourquoi il n'y a pas de résultat? NIA peut-être? NIA parce qu'on va revenir... On a gagné. On a gagné, mais... On a failli aller même plus loin. Derrière, personne ne s'y attendait. Il faut voir derrière... 3 mois. Une machine. Non, il ne faut pas voir les 3 mois. Moi, je vois les 5 dernières années avec le président. Il a instauré un fonctionnement très, très professionnel. Il y a toute cette checklist que j'ai citée tout à l'heure. Donc, il n'y a pas de surprise. Donc, il y a un organisme qui a bien compris, une masse salariale, des ressources humaines expérimentées, bien figées. On recrute des gens qui sont bien des spécialistes dans la matière, avec la checklist, et notamment le sport masculin ou le féminin. Qu'est-ce qui empêche votre fédération de prendre exemple sur celle du football? Il nous faut les moyens. Désolé, je suis obligé je suis d'accord avec vous. Voilà, nous avons un bel exemple. Il faut Regragui, pour ne pas le citer, que je salue ici avec force et du fond du cœur, n'a eu que 3 mois. Oui, mais est-ce que quelqu'un d'autre à sa place aurait réussi le même exploit? Il a eu la confiance du président, qui est un vrai homme d'État quand même. Oui. Alors, pourquoi ne pas prendre exemple? Je reviens à ma question. Pourquoi ne pas prendre exemple sur le football, qui semble faire école? Il faut que la politique sportive nationale prenne l'exemple du foot et puisse le calquer avec la spécificité de chaque discipline. Nous faisons appel donc au président de la Fédération royale marocaine de football pour imprimer son rythme et son approche à l'ensemble des autres fédérations. On l'a tous vu, hein? Oui. On l'a tous vu. D'ailleurs, vous pouvez aller sur le site de la Fédération de foot, vous avez tous les cahiers de charges, vous avez tout, les gens ne doivent... Mais stratégiquement parlant, lui, il a signé un contrat avec le gouvernement, chose que les autres fédérations ne le font pas, ils signent avec le ministère. Qu'est-ce qui vous empêche de signer avec le gouvernement? Il faut toute
il faut faire un petit peu de ménage peut-être. Il faut défendre il faut que toutes les fédérations doivent avoir la chance de ce qu'a eu le foot. Par contre, il faut des bons gestionnaires et il faut des bonnes personnes dans la bonne place. Vous êtes une excellente gestionnaire. Je ne suis pas en train de vous faire, comment dire, vous jeter de fleurs. Vous êtes une excellente gestionnaire. Vous êtes passé par plusieurs étapes. Vous avez eu votre parcours du combattant et vous êtes arrivé. Vous êtes une femme. Avec tout ce que cela veut dire de résistance et tout cela. Vous êtes arrivé à devenir la directrice générale. Je ne savais pas que ce poste existait. Et vous êtes, à la limite, vous êtes la deuxième personne de la fédération. C'est cela? Bon. Alors, dites-moi, comme ça, en me regardant, dites-moi quelles sont les étapes que vous allez entreprendre pour faire arriver votre fédération là où celle du football, peut-être pas au même niveau, mais vers cette dynamique. Il faut que le système comprenne les besoins de chaque fédération. Nous, on a un budget qui ne nous permet pas d'accéder. On peut, avec un budget plus, c'est pas que les compétences Kainin, oui. Il faut qu'un budget soit plus, alloué plus à cette fédération qui gère 10 disciplines. Donc, quand on voit 10 disciplines, c'est les stages, c'est les formations de chaque discipline, la spécificité de l'handicap et tout ça. Moi, je compte beaucoup sur les moyens. Ce n'est pas question d'avoir l'argent pour l'argent, mais on sait qu'il y en a le contraire. On a la compétence, les compétences, ils sont là, mais pour bouger ces compétences, il faut payer les gens. Bien sûr. Il faut payer les gens, bien sûr. Les gens ne veulent pas rester dans le bénévolat. Ça ne donne rien, le bénévolat. Les gens ne sont pas engagés. Il y a des gens qui sont engagés, des passionnés qui sont rares. Des fois, ils en ont marre. Et ça reste des passionnés, ils partent et ils reviennent. Après, si on a une structure qui est, quand je dis professionnelle, c'est que des gens, on doit payer les gens de ce qu'ils font, du service. C'est une culture marocaine qu'on n'a pas. Eh ouais, mais l'ora il يسمعنا غير 2 ou 3 heures. ويشوف شكاين وما l'ora ديالنا. Il faut qu'on sorte de ce système, de cette culture. Il faut qu'on valorise les gens, des diplômes qu'elles ont ou de la compétence qu'elles ont. Sans avoir les diplômes, on va dire, valide leurs acquis. Il y a des gens qui ont travaillé dans le domaine du sport, mais ils ont aussi moi je trouve que c'est des compétences et des experts dans une matière ou autre, mais il faut des moyens pour ça. Il faut des moyens pour des labos, il faut des moyens pour des recherches, il faut des moyens pour des voyages. La coopération ne permet pas ça? Si, on a des coopérations avec la Corée, on a des coopérations avec la France. On a des coopérations avec des ministères des droits de l'homme et tout ça, l'agence foncière. Oui, ils donnent des budgets, certes, mais pour la formation et le matériel. Pour nous, le salaire, ce n'est pas possible, bien sûr. Si, ça marche très très bien. Si. Ça marche super bien, on fait des formations, mais ça reste limité parce que le budget en lui-même, il est quand même pas assez suffisant pour pouvoir gérer mieux et la fédération, sachant que, comme je vous l'ai dit, pour extraire le bénévolat, ou là, payer les gens à moitié parce que il faut donner ce qu'il faut donner à des gens qui font du travail et valoriser leur expertise. En termes de couverture sanitaire, de santé, est-ce que tous les sportifs qui font partie de votre fédération ont leur couverture ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place? Donc la loi nous impose, la loi 3009 mais pas les assurances d'antan, j'ai fait du sport dans le temps, l'assurance était de 30 dirhams, 30 dirhams ne couvre rien du tout. Nous on couvre nos licenciés, après les sportifs de haut niveau, bien sûr, automatiquement s'ils intègrent l'international, la loi nous impose un livret médical avec l'agence, la MAD, avec la division de la médecine du sport au sein de la direction de sport. Donc sur ça... Pas de souci. Non, pas de souci. Généralement, quand l'émission arrive à son terme, je demande est-ce que vous regardez vos sportifs, etc. Chaque émission est différente. Mais là, c'est une question. Mais moi, je vais vous en donner 2. Si vous deviez vous adresser aux responsables aujourd'hui,
vous les aviez devant vous et vous vouliez leur demander quelque chose, vous demanderiez quoi? Déjà, moi, je défends une cause qui me tient beaucoup à cœur. Et je suis avec vous. C'est le sport féminin. Oui. Je vois qu'il y a beaucoup de compétences, il y a beaucoup de lumière. On est encore dans la mixité dans les subventions. On est encore dans donner une subvention pour les deux. Moi, je vois que pour exceller dans un domaine, il faut qu'on lui dédie un budget ou une enveloppe pour ça, parce qu'on a des contrôles qui viennent après. D'accord. Moi, je milite pour avoir un plan de féminisation pour les fédérations sportives, pour que le mouvement sportif ou là, pour les décideurs de dédier des budgets pour la femme au sein d'une fédération quelconque. Vous aurez un problème dans votre fédération, puisque... Non, c'est un projet qu'on essaye de défendre. Certes, il y a le budget sensible aux gens, que vous connaissez dans toutes les institutions et dans toutes les structures, sauf qu'on manque d'un budget sensible au genre dédié au sport de masse et de sport de haut niveau. Donc, j'aurais bien aimé avoir ça dans un comité national sportif de l'égalité des chances ou là pour les droits de la femme dans le domaine du sport. Après, le domaine du sport en général, la politique sportive est très complexe. Donc, je crois que les gens qui font la loi et qui font ces politiques-là, il faut intégrer les gens du terrain. Et puis, il faut intégrer des gens académiques, il faut intégrer des gens de réflexion, il faut intégrer des gens politiques. Mais quand je vois, moi, un rapport qui sort et qui n'est pas, pour moi, sportif, qui n'est pas complet, je me dis, il y avait personne ici pour défendre une idée, pour un article qui doit être écrit, pour moi, qui était évident, mais pour eux... donc, il faut que ces rassemblements, pour ces rapports qui sortent, le nouveau modèle de développement ou le rapport économique et social, il prêche par un manque, par quelque chose qui n'y est pas, un grand manque. Un grand manque. Le sport. Vous n'avez pas été partie prenante? Non. D'ailleurs, le nouveau modèle de développement, il parle du social, mais le côté sportif, il n'a pas très très bien été détaillé. Où là, on a été vers une structure qui est une structure Blasta qui n'a pas une vision macro sur la problématique liée à je ne parle pas que de moi-même. Je ne parle pas que de moi, je parle des sciences des sports, je parle d'économie du sport, je parle de l'industrie du sportif, je parle de la recherche scientifique, s'approcher aux facultés ou aux universités pour résoudre un problème quelconque, créer des labos. Il faut en arriver là. Alors le deuxième point, c'est vous avez tous les sportifs de votre fédération en face de vous. Là, vous êtes en train de leur parler. Qu'est-ce que vous leur diriez? Vous pouvez les regarder. Je sais qu'ils font du très très bon travail. Je sais qu'il faut juste y croire. Et ça va arriver. Ce n'est pas les beaux jours aujourd'hui. Mais je suis très optimiste par rapport à ce qui va arriver après. La performance vient de vous-même. C'est vous les moteurs de vos ambitions et de votre motivation. S'il n'y a pas cette motivation en vous, même si vous êtes dans un cadre parfait, vous ne pouvez pas y arriver, donc il faut y croire. Vous l'avez entendu, vous l'avez écouté, Madame Loubna Belabbas, directrice générale de la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap. Elle vous demande de venir vers elle, non seulement vous, les sportifs dans cette situation, mais monsieur tout le monde, les entreprises, venez donner un coup de main, permettez à cette fédération et apportez votre soutien pour qu'elle aille plus loin, pour qu'elle porte le sport pour les personnes en situation de handicap encore plus loin, avec de grandes réalisations, non seulement à l'intérieur de notre pays, sur le continent, mais également à l'international. Nous avons besoin de ça, d'Ironia, toutes et tous ensemble, et tirant
ensemble pour l'amélioration des résultats de notre sport réalisé par les personnes en situation de handicap. C'était Face à Face avec Madame Loubna Blabbas. Je vous remercie de l'avoir suivi. Nous l'avons réalisé en réponse et à votre demande. À la prochaine.